Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Je regarde autour de toi le décor, je sens une nouvelle stabilité là, qui est installée dans ton appart en France. Est-ce que vous seriez sur le point d'avoir enfin un premier ministre là-bas? Apparemment oui, on dit dans les prochaines minutes. On parlait ici depuis très tôt ce matin de fin de matinée et là, tout le monde est en train de tenter de comprendre à quelle heure arrête la matinée. Est-ce que c'est midi? Est-ce que c'est 13 heures? Parce qu'il est heure locale, 12h30 et il n'y a toujours pas de premier ministre. Mais là, on parlerait de 14h30 à votre heure, c'est ça? Je ne fais aucune spéculation parce que les lignes bougent continuellement. Pendant 1h45 ce matin à l'Élysée, le président a été en tête-à-tête avec celui qu'on pensait le favori, François Bayrou. François Bayrou qui représente un petit groupe parlementaire, mais essentiel pour ce qu'on appelle le socle du gouvernement, c'est-à-dire des alliés de M. Mais depuis 20 Macron. ans, il est un peu le symbole du centre-centre. Là, il avait fondé ce parti au centre, ni la droite, ni la gauche. Il invente le macronisme avant M. Macron, d'une certaine façon. Mais là, est-ce qu'il pourrait être l'homme de la situation, pas trop d'ennemis? Il ne l'est plus apparemment. Capable de régler tout apparemment. Ah non, OK, c'est fini, c'est plus lui. On croit comprendre que ça a été long parce qu'il fallait désamorcer le coup. L'image a été employée ce matin, je la trouve bonne, avec François Bayrou. C'est comme si ça faisait 7 ans qu'il était dans la salle d'attente pour voir le médecin et qu'à chaque fois que la porte s'ouvre, il se lève en se disant « c'est à mon tour, je vais être appelé à devenir le premier ministre ». Puis il y a une autre urgence qui passe devant lui. Là, c'est encore ça ce matin? Ça serait pas lui? C'est encore ça. C'est consommé pour l'essentiel. Alors, évidemment, il ne faut pas exclure, mais c'est à peu près consommé. On ne pense pas que ça sera lui. Donc, ça serait qui, Cazeneuve? Ça pourrait être M. Cazeneuve qui ferait davantage l'affaire des socialistes, c'est-à-dire qu'on étendrait le socle sur lequel repose cette mince, non pas majorité, mais cette mince base sur laquelle gouvernait M. Barnier. On a vu avec quel succès. Si on ajoutait les socialistes, est-ce qu'on serait capable d'aller chercher aussi les écologistes et quelques autres pour faire en sorte qu'il y ait une courte majorité ou à tout le moins un pacte de non-censure. Faire en sorte qu'à défaut d'avoir une majorité, on s'engagerait pour les prochains mois ne pas censurer le prochain gouvernement. Ça impliquerait aussi que ça serait un gouvernement aux ailes coupées pour lequel certains dossiers seraient repoussés à plus tard parce que tout ce qui pourrait fâcher, par exemple, les socialistes deviendrait à court terme exclu. Le problème, c'est que par définition, ça, c'est un gouvernement qui peut pas poser des gestes difficiles et courageux alors que tu as une situation budgétaire à rétablir. Les décisions difficiles et courageuses, j'ai l'impression qu'elles vont être repoussées à 2027 après les élections présidentielles ou peut-être plutôt s'il y a des élections présidentielles précipitées, même si M. Macron refuse catégoriquement. Alors, dans la courte liste, la short list, il y a le ministre des Armées, M. Lecornu, qui est plutôt associé à la droite, et puis Roland Lescure, que j'ai croisé, avec qui j'ai parlé mercredi parce qu'il était présent à la fameuse cérémonie. Qu'on connaît bien au Québec. Exactement, qui était présent. Le lien avec Serge Godin, qui a été honoré à l'Élysée mercredi, c'est évidemment sa présence. Il a été vice-président de la Caisse de dépôt et de placement pendant 7 ou 8 ans, je pense. Plutôt, lui, associé au macronisme de gauche, ce qui fait donc le Rassemblement national, quand son nom a circulé hier, avait déjà de l'urticaire. Donc, quel sera le pari de M. Macron? Je te parle, c'est peut-être en train de se faire en ce moment. Et pour te donner une idée du psychodrame, tu avais pendant donc de longues minutes, 1h45, cette rencontre à l'Élysée avec M. Bayrou qui laissait penser à tous que c'était lui qui serait le premier ministre. Le tapis rouge a été déroulé à l'hôtel de Matignon où loge le bureau du premier ministre. Les micros sont sortis. Et là, on est d'ailleurs en train de spéculer sur la hauteur des micros pour savoir si peut-être c'est le petit... Ça, c'est très bon! On est vraiment dans la débilité la plus totale. Et ça va se passer dans les prochaines minutes. Donc, par la hauteur du micro... Oui. Par la hauteur du micro pourrait devenir qui va être le premier ministre qui va s'y présenter. Imagine des plateaux de télévision qui, depuis 4 heures, spéculent, font des ballons et il n'y a pas de fuite. Souvent, tu as quelqu'un qui va fuiter puis tu te dis, bon, ça s'en vient, c'est à peu près assuré, mais il n'y a rien. Okay. Tout le monde est dans le noir ou dans le brouillard. Seule certitude, je pense que ça la fout mal pour le président Macron, dont la cote de popularité est en train de dévisser. Et c'est la preuve, peut-être aussi, de son impuissance et d'un certain mépris aussi. Cette espèce de jeu où il se met au centre parce que c'est lui qui a la carte, c'est lui qui a le joker qui va décider
décidé qu'il se présentera à Matignon et d'ailleurs se présentera à Matignon avec des chances de pouvoir gouverner de façon cohérente, très, très, très mince, parce que quel que soit le candidat, il va être au départ handicapé par un problème de légitimité. Et à gauche comme à droite, il aura des adversaires qui voudront le flinguer. Bon, 2 derniers épisodes de l'année de Contact. C'est pas tout à fait les 2 derniers, mais on les a présentés en rafale parce que c'est un personnage intéressant, quoique souvent clivant. Le colonel Jacques Beau, ancien du renseignement suisse, qui a beaucoup écrit sur le conflit en Ukraine et aussi sur ce qui se passe à Gaza. Un des premiers peut-être à avoir dit la Russie ne perdra pas cette guerre en Ukraine, qui connaît très, très, très bien les enjeux militaires, travaillait à l'OTAN, travaillait aussi aux opérations de maintien de la paix pour l'ONU. Je le dis parce que c'est vrai, considéré par certains comme poutinophile, justement parce qu'il était de ceux qui disaient il faut écouter ce qui se passe à Moscou pour comprendre la stratégie militaire sur le terrain. Il faut s'intéresser à la manière dont les choses se font, qui a aussi, parmi les premiers, dit c'est pas parce que la Russie n'a pas réussi à prendre Kiev ou Kiev que la stratégie militaire russe est un échec. Et il faut voir qu'en ce moment, ils sont à l'initiative. C'est pas des centimètres qui se grignotent, ça se calcule en kilomètres tous les jours. Les Russes ont l'intention, c'est absolument avéré, de non seulement prendre l'initiative, mais la pousser le plus loin possible avant peut-être d'être forcé à une négociation de paix, si tant est qu'on puisse forcer ou tordre le bras à Vladimir Poutine. Mais surtout, on s'est vu vendredi dernier et on parlait de ce qui se passait en Syrie, sans soupçonner que le gouvernement pouvait à Damas tomber dans les heures qui allaient suivre, ce qui fait il a accepté de revenir. C'est un bon spécialiste aussi du Proche-Orient, s'est beaucoup intéressé à la Syrie. Il est revenu mardi pour cet épisode qu'on vient de mettre en ligne au sujet particulièrement et spécifiquement de la situation en Syrie. Un petit extrait. Il y a une politique, j'allais dire, continue d'Israël depuis qu'il existe en fait, mais en particulier s'appliquant à la Syrie. C'est l'idée de balkaniser la Syrie, d'en faire un ensemble d'entités qui se disputent entre elles plutôt que de chercher à se disputer contre Israël. Ah, voilà. Et c'est important, la balkanisation de la Syrie, c'est peut-être ce qu'on va voir avec les Kurdes d'un côté, des forces qui seraient appuyées par la Turquie ailleurs, Israël qui déploie aussi ses cartes. Donc, épisode intéressant qui est en ligne depuis quelques instants. Et finalement, tu veux nous parler de cette décision cette semaine en Angleterre d'interdire les bloqueurs de puberté chez les moins de 18 ans. C'est un questionnement là, dans plusieurs pays, aussi au Canada. Qu'est-ce qu'on fait avec les mineurs, là, toute la question du changement de sexe chez les mineurs? Alors, je fais très attention parce qu'on marche toujours sur des œufs et je le dis d'entrée de jeu, je suis un profane, je suis journaliste qui suit ces enjeux avec beaucoup d'intérêt parce que c'est extraordinairement conséquent ce qui se fait. L'Angleterre est un laboratoire qui, moi, m'intéresse justement parce que c'est parmi les pays qui ont été les plus, je vais employer le mot audacieux ici avec circonspection, mais qui ont le plus rapidement adhéré à cette idée qu'il fallait écouter les enfants qui étaient dans des situations de dysphorie de genre et qu'il fallait peut-être leur permettre plus tôt que tard d'amorcer une transition, entre autres avec ces inhibiteurs d'hormones que sont les bloqueurs de genre, excuse-moi. Mais il y a un débat dans le monde médical. Il y en a plusieurs. Mais non seulement il y a un débat. En Angleterre, le débat a été tranché. C'est-à-dire qu'il y avait entre autres une clinique, la clinique Tavistock, qui était le fer de lance dans le monde de ces velléités de transition, volonté de transition. 9000 cas avec une accélération dans les dernières années. Il y a eu des lanceurs d'alerte au sein de la clinique qui étaient tétanisés par la peur, qui sont allés voir un des gouverneurs sur le conseil d'administration pour lui demander de les aider à faire valoir leur point de vue en disant « on fait les choses trop rapidement ». Il y a des jeunes qui justement souffrent de dysphorie de genre, mais qui pour autant ne sont pas appelés à faire une transition de sexe. Il y a de l'incertitude à l'adolescence, il y a des questions qui se posent sur notre sexualité. C'est parce qu'on avait, Stéphane, beaucoup de jeunes de jeunes devenus adultes, le jeune adulte voulait revenir en arrière, là. Et oui, là, et c'est arrivé en Angleterre. C'est d'une extrême complexité. Il y a eu des suicides, il y a eu toutes sortes d'affaires, là, qui a amené un questionnement de dire « wow, est-ce qu'on est allé trop vite dans certains cas, là? »
Et c'est un vrai tabou. Ces jeunes, ces personnes qui sont peut-être aujourd'hui moins jeunes, qui ont entrepris une transition et qui aujourd'hui se disent, est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire? Parce qu'il faut voir que c'est pas irréversible pour ce que j'en sais, mais c'est dangereusement complexe quand on a traversé toutes ces chirurgies. On met sa santé en danger, sa santé mentale. Et il y a des enjeux aussi, c'est ce que disaient les lanceurs d'alerte, de santé mentale, c'est-à-dire des jeunes personnes qui souffrent de toutes sortes de maladies et qui peut-être ne sont pas habilitées à prendre une décision aussi conséquente sur leur corps, sur leur biologie et pour leur avenir. Alors, alors, il faut voir que la clinique Tavistock a été fermée. Il y a des poursuites qui sont aujourd'hui entendues. L'histoire n'est, elle, pas terminée, mais ça a créé tout un émoi. Ça a engendré une réflexion et en particulier sur cette question des inhibiteurs d'hormones. Est-ce qu'on doit les donner à des jeunes personnes de moins de 18 ans? Plus encore, est-ce qu'on doit permettre à des jeunes personnes d'amorcer ces transitions sans que les parents soient prévenus? Et l'Angleterre a vraiment fait un U-turn, pardonne le mot, sur ces enjeux. La décision préliminaire avait été prise par le gouvernement conservateur et là, c'est le gouvernement des travaillistes qui, cette semaine, a dit pour l'instant, nous interdisons, alors je pense qu'il y a des cas d'exception, mais nous interdisons la distribution, disons, plus généralisée, tous azimuts, de ces inhibiteurs d'hormones, bloqueurs de puberté, chez les moins de 18 ans. Il faut voir que des pays que l'on voit souvent avec admiration parce qu'ils sont progressistes, en Scandinavie, la Suède en particulier, sont aussi en train de réajuster le tir et de poser des questions très sérieuses sur la rapidité avec laquelle on avalise la décision d'une jeune personne d'amorcer sa transition de genre, parce que, je le répète, je fais très attention, non pas parce que c'est risqué, mais parce que j'admets que c'est compliqué et je ne suis pas ni médecin, ni spécialiste de ces enjeux-là. Je le répète, et je ne mets pas des gants blancs. Ça compte parce qu'on peut heurter la sensibilité de gens qui, justement, sont en train de se poser ces questions-là et je le comprends très, très bien. Mais ce que nous disent les Anglais, c'est que tu peux avoir des angoisses, des doutes sur ta sexualité et pour autant, ça ne veut pas dire qu'à 12 ou 13 ans, tu dois amorcer une conversion qui est très conséquente et que tu peux être gay et pour autant pas trans. Et ça s'est dit aussi au Canada. Il y a, de mémoire, je ne me rappellerai pas du nom de la médecin à Toronto, qui était une pionnière en matière de chirurgie et de transition de genre, et qui a un peu déchanté en disant un instant, là, ça ne veut pas dire que toutes les jeunes personnes qui se posent des questions ont vocation à aller aussi loin, de poser des gestes aussi conséquents. Elle a été, c'est extraordinaire parce que cette personne a été évidemment considérée comme transphobe après avoir été une des premières personnes à permettre ce genre de transition. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est le délire woke, effectivement. Hey, Stéphane, c'est notre dernière de l'année 2024. Les gens vont pouvoir nous entendre dans ces revues de l'année. Tu nous as préparé des revues de l'année que les gens vont entendre durant les fêtes. Et on se retrouve le 6 janvier. Je te souhaite des très joyeuses fêtes. On se retrouve le 13 dans mon cas. On se retrouve le 13 dans mon cas parce que j'ajoute quelques jours. Je sens ton émotion à te séparer de moi pendant si longtemps, mais ne t'en fais pas, Mario. Je serai là avec toi. Salut.